Soir 3 s'achève, ce soir ou jamais commence avec une émission à dominante économique, Frédéric Tadei. Puisque je vais déjà poser la question à mes invités des conséquences économiques du tremblement de terre au Japon. Est-ce qu'il va y avoir un tsunami économique, comme on le dit en ce moment, après le tsunami tout court? Et puis on va revenir sur les profits records des entreprises du CAC 40 qui ravivent, aiguisent les tensions entre les salariés et les actionnaires, entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises, et reposent le débat. Faut-il, y a-t-il une nécessité en France aujourd'hui ou pas d'augmenter les salaires? J'ai invité Paul Jorion qui est pour qu'on augmente les salaires. Il y a Augustin Landier qui lui est contre, plutôt contre, ce sera le méchant. Vous savez que vous allez avoir, on va immédiatement vous juger mal, hein, il faudra vous défendre. Il y aura également Mathilde Lemoine, Régis Geoffrey et Audrey Vernon, Michel Maffezoli et Geoffroy Roux de Bézieux qui vont venir nous rejoindre tout de suite, juste avant le générique. Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais avec Paul Jorion. Vous êtes anthropologue, sociologue, vous avez beaucoup écrit ces dernières années sur l'économie, la crise financière, l'argent, la formation des prix. Votre nouvel essai vient tout juste de sortir, il s'intitule « Le capitalisme à l'agonie ». Vous y annoncez rien moins que la chute finale du capitalisme. Mathilde Lemoine, vous êtes économiste, directrice des études économiques et de la stratégie marché d'HSBC France, membre du conseil d'analyse économique, vous avez été membre de la commission Attali sur la croissance et conseillère de Dominique de Villepin à Matignon. Régis Geoffrey, vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres, parmi lesquels Univers, prix Décembre en 2003, Asile de fous, prix Femina 2005, Microfiction, prix France Culture Télérama 2007, le dernier Tibère et Marjorie n'a pas encore reçu de prix, mais il vous vaut de faire partie du Libé des écrivains qui paraît demain matin. Vous y avez rédigé le fameux portrait de la 4e de couverture. Il est consacré, je crois, à Marine Le Pen. Audrey Vernon, vous êtes l'auteur et l'interprète du premier one-man show économique intitulé « Comment j'ai épousé un milliardaire ». Vous le jouez tous les jeudis à 20h au Sentier des Halles à Paris et vous y parlez aussi bien du CAC 40, du Kazakhstan, du classement mondial des grosses fortunes du magazine Forbes ou des pages saumon du Figaro. Michel Maffezoli, vous êtes sociologue, vous faites partie des théoriciens de la postmodernité. Votre dernier essai, La passion de l'ordinaire, est un recueil de textes essentiels sur vos thèmes de prédilection, l'émotionnel, la féminisation du monde, la société de consommation, l'imaginaire social, les croyances collectives, l'effondrement des idéologies, etc. Geoffroy Roux de Bézieux, vous êtes président de la société Virgin Mobile, vice-président du Pôle emploi, membre du comité d'éthique du MEDEF, administrateur de plusieurs sociétés du CAC 40. Vous êtes également l'auteur du livre Salaud de patron et vous venez d'en sortir un autre pour sortir de la crise, le capitalisme. Enfin, Augustin Landier, vous êtes économiste, vous avez enseigné dans plusieurs universités américaines, travaillé au département recherche du FMI et créé votre propre hedge fund à New York avant de revenir en France l'année dernière. Vous êtes l'auteur de 2 livres coécrits avec David Tesmar, Le grand méchant marché en 2007 et La société translucide pour en finir avec l'État bienveillant, sorti l'année dernière. Donc avant de nous attaquer au profit record du CAC 40, comme je le disais tout à l'heure, je voudrais vous poser la question qui hante aujourd'hui les marchés internationaux. Hein. Ça n'est pas la question du nucléaire, mais c'est la question économique, le péril économique. Y a-t-il aujourd'hui un péril économique dû au tremblement de terre au Japon? Regardez un extrait du Soir 3 d'hier, il s'en faisait l'écho. Le Japon est meurtri et c'est la 3e économie mondiale qui est paralysée. Le port de commerce de Sendai n'est plus que ruine. Raffineries en flammes. Usines à l'arrêt. Plus aucune voiture ne sort des chaînes de montage Toyota, Honda et Nissan. Le Japon commence à réaliser l'ampleur des dégâts matériels. Ils sont immenses. Ils pourraient dépasser les 100 milliards de dollars. La bourse de Tokyo est en chute libre de 18% depuis hier. En 2 jours, le marché a perdu considérablement, autant qu'en 1987. Donc c'est incontestablement une panique. Sur les places mondiales, c'est une très forte chute. Catastrophe humanitaire, catastrophe économique. Alors la Banque du Japon est obligée de jouer les secouristes.
Pour tenter d'apaiser les marchés, elle vient d'injecter massivement 200 milliards d'euros. Après le tremblement de terre de Kobe en 1995, les investisseurs japonais avaient rapatrié brutalement leurs capitaux investis à l'étranger pour la reconstruction. Aux États-Unis, mais aussi en Europe, on s'inquiète de revivre ce scénario. Alors, Augustin Landier. Je crois qu'il y a 3 courroies de transmission inquiétantes. La première, c'est le prix du pétrole. C'est-à-dire que ça vient se surajouter à des tensions très fortes, à un choc pétrolier, après tout, appelons-le comme tel. Et là, c'est évident qu'avec le nucléaire par-dessus tout ça, le risque d'une flambée du pétrole est, à mon avis, le risque principal. Après, il y a un autre risque qui est assez spécifique sur le marché électronique. On ne se rend pas compte, mais en fait, presque la moitié des composants électroniques passent par le Japon. Donc ça, si la courroie de transmission est rompue ici, ça peut mettre des bâtons dans les roues de la reprise américaine. Ça n'est pas le cas pour le moment. C'est pas encore le cas. Donc, mais vous savez, les chaînes logistiques mettent beaucoup de temps en fait à montrer leurs problèmes, puisqu'il y a des stocks qui mettent du temps à se dissiper. Mais la grande angoisse, c'est l'idée que pour sa reconstruction, ils vont rapatrier leurs actifs qui sont à l'étranger. Et comme c'est le plus grand créancier de la planète, le Japon, est-ce que tout à coup l'argent va partir des États-Unis? Il est le deuxième bailleur de fonds des Américains après les Chinois. Est-ce que l'argent va retourner au Japon, ce qui paraît très normal? Donc vous avez raison, c'est le troisième risque. Ça serait qu'au fond, les bons du Trésor américain, enfin que les Américains ne puissent plus imprimer des bons du Trésor comme ils ont pu le faire jusqu'à présent. Honnêtement, je pense que ce risque est assez faible. C'est-à-dire sans être. Donc il y a des keynésiens un peu extrêmes comme Paul Krugman qui pensent même que c'est plutôt une chance au sens où, comme la Seconde Guerre mondiale avait finalement mis fin à la crise de 29, ce genre de choc peut en réalité créer le choc keynésien qui permet de mettre fin à la crise. La reconstruction. Paul Jorion? Oui, la première réaction, ça avait été de dire, juste après le tsunami, de dire oui, c'est le genre de choses qu'il faut remonter le produit intérieur brut de 2% de manière typique. Et on avait vu le premier lundi sur les marchés. Première réaction qu'on a vue, c'est le prix des actions des compagnies de travaux publics. Ça remontait. Il va avoir du travail. Voilà, on va avoir du travail. Et puis, avec le développement de la crise dans le nucléaire, c'est la déprime qui s'installe. Alors, ce matin, aujourd'hui, la journée d'hier qui s'est clôturée ce matin pour nous sur le Nikkei, il y a eu un rebond de 5%. Et ça a été décrit tout à l'heure par un commentateur des marchés. Il a dit que c'est un rebond patriotique. Je crois que c'est en partie ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est, avant de se demander si ça va nous rapporter ou si on va perdre de l'argent là-dedans, il faut quand même. C'est pas la question que je pose. Oui, non, mais il faut quand même penser à ce qui se passe dans le pays même. C'est effectivement ce qu'on a vu. Moi, j'ai entendu ça dans les premières heures après. Il y avait un commentateur en anglais au Japon qui faisait des commentaires pour que les gens qui ne parlent pas japonais sachent un peu ce qui se passe. Et il a fait cette remarque. Il a dit il faut bien savoir que 2 tiers du pays ne sont pas dévastés. Et quand on entend cette phrase, on entend le tiers qui reste. Il y a 1 tiers du pays qui est dévasté. Et les questions qui vont se poser, évidemment, c'est d'approvisionnement, parce que il y a des choses qui se passent dans le nord du pays qui correspondent avec ce qui se passe dans le sud. Alors il y a des pièces qui passent, etc. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des calculs qui sont déjà faits. Dire si Toyota repart, il y aura dans 3 semaines, il y aura un retard dû à ceci ou cela. Donc il va y avoir, c'est très sérieux. C'est 1 tiers du pays. C'est davantage que Kobe. Plus l'incertitude. Est-ce qu'on va devoir essayer de faire évacuer la population d'une région où il y a 35 millions d'habitants, comme dans la région de Tokyo? On ne le sait pas encore. Les nouvelles qu'on a ne sont pas... il ne faut pas préjuger. On espère toujours que les choses vont s'arranger, mais on ne sait pas ce qui va se passer de ce côté-là. Ça peut devenir encore pire que ce n'est maintenant. On se souvient que les agences de notation ont dégradé la Tunisie après la chute de Ben Ali. Est-ce qu'elles risquent de dégrader le Japon après le tsunami, Mathilde? Oui, probablement, parce que je crois que l'impact important, c'est que ça touche une zone très industrielle. Et par rapport à des tremblements de terre qui nécessitent ensuite de la reconstruction, comme Kobe, on reconstruit des ports, c'est facile. Alors que là, c'est des stocks d'entreprises, des entreprises qui sont décimées. Donc c'est beaucoup plus difficile de parler de reconstruction et donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Et en ce qui concerne les mouvements de capitaux qui vont nous toucher, c'est vrai que le Japon est le 3e exportateur mondial de capitaux. Donc il finance bien sûr les États-Unis, mais aussi l'Europe. C'est lui qui a aidé l'Europe à sortir de sa crise souveraine. Et donc probablement, ça peut engendrer de plus grandes difficultés pour la France, mais aussi pour les pays du Sud comme l'Espagne à se financer et ça peut avoir des conséquences importantes. Donc je crois que c'est 2 phénomènes très différents de ce qu'on a vu à la suite du précédent tremblement de terre de Kobe et qui sont assez inquiétants du point de vue de l'économie mondiale puisque ça arrive après
le choc pétrolier, un prix du pétrole très élevé et des risques de fin d'efficacité des politiques monétaires. On arrivait quand même un peu en bout de course des soutiens publics, des soutiens des politiques monétaires. Et donc, ça arrive à un moment qui n'est pas très positif pour l'économie mondiale. Geoffroy ? Ouais, moi, je ne suis pas économiste. Ce qui se passe au Japon est tragique. Il y aura sûrement des impacts à court terme, à 6 mois, à 8 mois. Les composants électroniques, moi, je Travailler travaille dans les télécoms, téléphones. tous les smartphones, enfin, ils ne sont pas faits au Japon, ils sont faits en Chine, mais les composants viennent de là. Pour autant, les fondamentaux de toute la reprise économique, on prévoyait, je crois, 4% de croissance pour le monde, vont rester là. Qu'est-ce qui tire la croissance aujourd'hui ? C'est les grands marchés émergents qui découvrent la consommation de masse. C'est la Chine, le Brésil, etc. Ça ne va pas bouger. Donc, bien sûr qu'il y aura des effets négatifs, mais je reste relativement optimiste, même si je ne suis pas un économiste, sur ce qui va se passer à horizon 12-18 mois. Michel Maffezoli, un avis là-dessus ? Un avis, oui, pas d'économiste, moi non plus, donc plutôt comme un rêveur, peut-être pas même un sociologue, mais en tout cas, moi je pense qu'il y a un tsunami dans les esprits, c'est là qui risque d'advenir, c'est-à-dire il y a un vrai changement qui, à partir de quelque chose d'apparent comme un tsunami de cet ordre, va se faire dans les esprits, c'est-à-dire un autre rapport à la Terre, peut-être un autre rapport à l'économie, notre rapport à la productivité, peut-être même un autre rapport au travail. Moi, pour ma part, c'est cela qui est un vrai changement de fond, ce que je m'emploie à dire quand je parle de la postmodernité. Ça fait un peu beaucoup quand même pour un tremblement de terre, certes d'une gravité extrême, un tsunami terrible, un péril nucléaire, mais vous voyez pour autant un changement carrément de la vision du monde. Oui, à un moment donné, il y a des choses qui rendent apparent ce qui est inapparent. Par une lente sédimentation, on ne peut plus considérer la nature comme objet. C'est-à-dire quelque chose qui est mort, sur lequel il puisse y avoir une action comme un objet inerte. Et à bien des égards, je crois que c'est pour ça que je dis que c'est un symbole. Vous me permettez de le dire en tant que rêveur et pas en tant qu'économiste, ce que je ne suis pas. Mais quelque chose qui va rendre visible d'une manière, encore une fois, vraiment apparente, une lente dégradation. On n'a plus le même rapport à la nature qui va s'opérer. Il n'y aura plus, je dis tout à l'heure, le même rapport à la productivité et tout à l'avenant. Et cela, parce que, à mon sens, à l'encontre de ceux qu'il est fréquent de dire, pour moi, l'économie n'est que seconde par rapport à l'esprit. Et donc là, il y a un changement de fond qui va se faire, employons ce mot, d'une manière spirituelle, si on n'accorde pas à ce mot spirituel un sens par trop étroit, mais le fait que, il y a tout de même quelque chose qui, en tant qu'homme, nous caractérise et qui n'est pas simplement l'utilité des choses. Et je crois que c'est, pour moi, le tsunami, c'est la métaphore du fait qu'il y a ce changement de fond qui est en train de s'opérer. C'est un exemple. Il y en a eu d'autres avant. Il risque d'y en avoir d'autres après. C'est-à-dire qu'une conception, vous avez employé le mot tragique. C'est tragique ce qui se passe au Japon, bien sûr, mais c'est tragique dans le sens simple du terme, c'est-à-dire à l'encontre des grandes prétentions des économistes, on ne peut plus prévoir. Il va falloir jouer avec ce qui est l'aléa, avec quelque chose qui est indicible. Voilà en quel sens, moi, ce à quoi me fait penser tsunami. Avec des conséquences économiques qui seront bien sûr indéniables. Mais ça, je pense que certains d'entre vous pourront en parler. Régis Geoffrey, qui n'est pas économiste. Qui n'est pas économiste non plus. Et qui est encore plus rêveur. Mais justement, l'aspect tragédie, moi, m'a donné une idée, mais peut-être qu'elle est mauvaise. Justement, on est dans une histoire de tragédie. Qu'est-ce qui sauve de la tragédie ? C'est le héros. Et je suis très étonné, parce que quand on nous donne cette information, comme quoi les hélicoptères ne peuvent pas déverser de l'eau, parce qu'il y a trop de radioactivité, je me suis renseigné, a priori, c'est pour le pilote. Il suffirait d'un héros au Japon pour faire des allers-retours et verser de l'eau. Il en suffirait de 3, de 4, de 5. Et quand je dis au Japon, c'est dans le monde. Alors on pourrait faire un appel, parce qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à se tuer pour une cause, pour sauver des dizaines de milliers de personnes. Si vraiment c'est ce qu'on nous a dit, si vraiment c'est le pilote qui doit mourir, finalement, s'il y avait 10 000 otages à la place de ces centrales, qu'on tue 100 otages toutes les heures, il y aurait des ordres qui seraient donnés par l'armée pour aller bombarder, et il y aurait des pilotes qui iraient en sachant qu'ils vont mourir. Pourquoi y a-t-il ce recul dans le pays finalement qui a inventé le martyr, enfin qui l'a pas inventé mais qui l'a beaucoup pratiqué. Là, c'est une question. Kamikaze. Oui, c'est une question que je pose, qui est une question. Là, on est dans les questions morales de droits de l'homme. Est-ce qu'il y a des pilotes d'hélicoptères dans le monde qui sont prêts à sacrifier leur vie pour en sauver d'autres ? Si je me trompe pas sur le plan technologique, et si le fait qu'il y ait une radioactivité n'empêche pas l'hélicoptère de continuer à tourner, parce que s'il tombait, ce serait une catastrophe. C'est une question à poser qui n'est pas posée du tout. On nous parle de la qualité de vie du pilote, qui serait en quelque sorte un guerrier. Et les guerriers sont là pour mourir. Je pense qu'il y a des gens qui
qui seraient disposés, qui peuvent partir de Paris, qui peuvent partir de Singapour, de Chine, de New York, je ne sais pas. À Tchernobyl, c'est vrai que les premiers qui sont rentrés dans la centrale n'avaient pas vraiment le choix. C'est les Ouais, mais là, on soviétiques dit qui leur ont qu'avec